Alors, je voudrais qu'on évoque aussi les soft skills, terme que, pareil, j'ai découvert assez récemment et vous l'évoquez dans votre ouvrage, qu'on pourrait, j'imagine, traduire à peu près par savoir-être. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai cru comprendre que dans les grandes écoles, façon Sciences Po et quelques autres, on était devenu tout à coup extrêmement attentif aux actions associatives, sur les CV, sur les dossiers, des choses qui est assez récente finalement. Oui. Alors, après, c'est bien qu'on s'intéresse à d'autres compétences que la capacité à faire des calculs. Donc, c'est bien. Mais après, il faut aussi se méfier que ça ne devienne pas des caractéristiques encore excluantes des autres. Qu'est-ce qu'on définit comme étant un savoir-être? Est-ce que ce n'est pas une façon normative de créer une autre compétition sociale? Moi, j'ai connu aussi beaucoup d'étudiants en école de commerce qui nous contactaient pour faire des stages, pour qu'ils puissent avoir une ligne dans leur CV, pour dire on a travaillé dans la justice sociale et environnementale. Donc, ça devient encore une fois, les soft skills, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas plus accès aux soft skills et à ce qui est considéré comme les caractéristiques, les bonnes caractéristiques, qui en fait seraient encore une fois comme l'accès aux d'autres privilèges de la vie. Ça veut dire que je travaille beaucoup sur la diversité dans le recrutement, sur les biais de recrutement. Et des dirigeants qui me disent « Alors moi, je ne recrute pas sur le CV, je sais que le CV est un miroir de la classe sociale. Sauf que je recrute sur les activités sportives et sur les voyages à l'étranger, parce que ça veut dire que les personnes sont curieuses. » Je dis « Mais c'est la même chose. » Oui, l'étranger, ça coûte un peu d'argent. C'est la même chose. Et aussi, avoir une activité sportive, tennis, bien sûr que ça reflète de toute façon la même classe sociale. Et nous, en tant que personnes issues des classes populaires, quand on se mettait à s'inventer des activités dans notre CV pour qu'on puisse être pris au sérieux, alors qu'en fait, tout ce qu'on sait faire, c'est se balader dans le quartier. Donc, c'était aussi... Enfin, est-ce que la notion de recrutement ne doit pas être réfléchie d'une autre façon? C'est une question. Je n'ai pas la réponse. C'est très compliqué de réfléchir la sélection sans qu'il y ait l'exclusion et sans qu'on soit sûr qu'on n'est pas biaisé, qu'on n'est pas en train de nous recruter nous-mêmes et donc de finir, vous êtes dans le milieu de l'art, par être les gardiens de la chapelle qui recrutent d'autres gardiens de la chapelle. Je me souviens quand j'étais bronzé par la piscine et que d'autres étaient bronzés par le ski. Et que le sport, en effet, parfois aussi, il y a quelques différences. Je voudrais qu'on évoque aussi les mindsets. Alors ça, que je connais moins, dont vous dites ces états d'esprit, on pourrait dire, et vous insistez sur le fait qu'ils ne sont jamais fixes. Oui, alors ça, c'est les travaux d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, une psychologue de Stanford, qui a d'ailleurs, encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège, c'est les travaux de Carol Dweck, et disons que c'est elle qui les a les plus démocratisés, en parlant de growth mindset et de fixed mindset, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de l'intelligence, de la créativité? Est-ce qu'on pense qu'ils sont des traits fixes ou des traits qui changent? Donc bien sûr, la recherche, l'état actuel des connaissances nous montre qu'ils sont plastiques et qu'ils sont fluides et qu'ils évoluent. Elle, donc, elle étudie qu'est-ce que ça fait de croire qu'ils sont fixes. Elle va montrer que si je pense que mon intelligence est fixe, je ne vais pas développer cette intelligence. En tout cas, je serai moins motivée pour la développer. Alors après, c'est très bien. Il faut montrer aux gens, montrer aux enfants, montrer aux élèves que la créativité et l'intelligence, ce n'est pas des traits fixes que vous avez ou pas. C'est une hérésie scientifique. Donc ça, c'est bien de l'intégrer même dans le programme. Parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle venait expliquer et ça changeait leur mentalité. C'est-à-dire, une fois qu'ils changent de mentalité, ça changeait leur stratégie d'apprentissage. Très intéressant. Se méfier que ça, c'est le niveau psychologique du problème. Les mindsets ne naissent pas de nulle part. Ce n'est pas que j'arrive comme ça avec mentalité fixe. C'est que j'étais regardée aussi comme ça. Et donc, en fait, il faut vraiment replacer la psychologie dans la société aussi. Et ne pas tout expliquer par le prisme de l'état d'esprit. D'ailleurs, c'est intéressant quand on parle de tous ces acquis liés au contexte. Finalement, on n'a pas mentionné, même si vous le faites dans votre ouvrage, la question de l'inné et de l'acquis. Aujourd'hui, on utilise d'autres mots, mais finalement, c'est des questions qu'on continue à se poser. Même si je pense qu'on a beaucoup plus réfléchi sur l'inné et l'acquis à la fin du XXe siècle qu'aujourd'hui, par exemple, non? Oui, alors aujourd'hui, on ne se pose plus la même question, en tout cas pas la même question de la même façon. C'est-à-dire, on ne se dit plus, est-ce que ce trait, il est inné ou acquis? On sait que c'est une interaction, comme l'exemple du ciment et de la brique, pour construire un mur. On sait donc que notre biologie, elle est elle-même
social. Voilà, donc ça c'est résolu. La question qu'on continue à se poser, c'est quand on voit une différence entre les individus ou entre les groupes humains, et bien en fait quand on observe ces différences et qu'on se dit, est-ce qu'on peut les expliquer, est-ce qu'on peut démêler l'influence génétique de l'influence environnementale? Donc c'est ça, est-ce que nous avons la capacité expérimentale pour pouvoir dire cette différence entre ces groupes s'explique par le niveau biologique, donc par quelque chose qui est présent à la naissance. Et c'est intéressant d'ailleurs, vous donniez tout à l'heure l'exemple de Mozart, et vous en donnez des beaucoup plus contemporains dans votre ouvrage. Et justement, quand on parle d'environnement, vous donnez l'exemple des sœurs Williams. Aussi tout simplement parce qu'elles ont commencé à jouer au tennis très très tôt. Et que sinon, elles ont... Avec un projet de leur père. Oui. Qui en fait voulait en faire des filles et qui a réussi quelque chose, c'est de les faire aimer. Ça veut dire d'utiliser ce moteur incroyable qui est le désir. Oui. Alors, je ne sais pas pour Mozart, j'espère qu'il a aimé ça parce que sinon quelle vie, mais ce qu'elle en tout cas déclare, c'est que oui, elles ont eu un entraînement très dur avant même qu'elles commencent à penser ce que c'est le tennis. Elles avaient déjà joué avec des balles à 1 an, donc le père il avait ce projet-là, mais qu'il a réussi à développer une pédagogie, à leur trouver les meilleurs entraîneurs et donc à créer ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est vraiment un projet. Après aussi, il y a les sœurs Polgar en échec, aux échecs, qui aussi avec un père qui avait une volonté de faire une expérience sociale dans laquelle on crée des génies en organisant l'environnement. Et quand on parle de privilèges, que ce soit matériel, social, culturel, on peut même dire qu'il y a aussi des privilèges qui sont géographiques, évidemment liés à l'enseignement, à la proposition culturelle. Moi, je viens d'une ville de taille moyenne dans le centre de la France. C'est vrai qu'on voit la différence aussi avec une grande mégapole comme Paris, par exemple, quoi. Oui, déjà au niveau des études, j'ai vu une thèse qui est sortie en début d'année dans laquelle on étudiait la chance qu'un élève de Paris, issu de l'école publique, accède aux grandes écoles. Elle est 9 fois plus supérieure à quelqu'un qui est à 1 heure de Paris. Donc c'est quand même, oui, bien sûr, quand on est... il y a le capital territorial, il y a le capital social, culturel, qui bien sûr, qui est très différent. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses à réfléchir avant de juger qui accède à telle ou telle formation. Et bien sûr, dans les villes, donc ça c'est aussi extrêmement étudié, c'est le vocabulaire. Il y a beaucoup plus de vocabulaire qui circule dans les situations urbaines que dans... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas accès à d'autres formes d'imaginaire et à d'autres savoir-faire quand on est dans un milieu moins social et moins complexe que la ville. Et pour l'enseignement, il est clair que vous insistez sur la question de l'accompagnement beaucoup plus que sur la récompense. Même si c'est difficile d'enlever les notes, et là c'est le prof qui parle, mais en tout cas on peut le faire avec un peu plus de distance et surtout essayer d'accompagner du mieux qu'on peut, quoi. Les notes sont une nécessité, c'est un retour sur investissement et c'est une évaluation justement du processus. Ça veut dire que les notes, ça n'évalue plus les personnes, ça évalue le processus. Donc si la note est mauvaise, c'est aussi la responsabilité de l'accompagnateur, l'accompagnatrice, parce que ça veut dire que le processus n'a pas abouti, qu'il n'est pas assez divers pour inclure d'autres formes d'apprentissage. Et donc, c'est nécessaire, parce que comment savoir si j'ai compris? C'est ça la question de l'évaluation. Mais elle n'est pas là pour me donner une évaluation à moi-même, qui je suis, ni à mon intelligence. Elle va évaluer le processus d'apprentissage, tout le travail, c'est de le rendre le plus proche des besoins d'apprentissage de l'apprenant. Et c'est là où vous insistez sur la plasticité. Alors ça, on en a parlé beaucoup, y compris dans des entreprises un peu start-up, digitales, sur la plasticité du cerveau, sur le fait que l'intelligence, définitivement, n'est pas immuable. C'est quelque chose qui est éminemment évolutif. Et le terme plastique, d'ailleurs, est très juste. En fait, tout ce qu'on apprend, il devient automatique. Vous conduisez d'une manière automatique, vous marchez je suis en train d'utiliser le langage d'une manière automatique. Et donc, je suis plus intelligente que quand je n'arrivais pas à parler le français d'une manière automatique. Parce que pourquoi? Ça me permet d'aller plus loin dans le sens de ce que je suis en train de dire. Donc, imaginez donc
que tout ce que vous apprenez vous donne une aisance pour apprendre autre chose, parce qu'on devient plus rapide. Et donc oui, si l'intelligence et la rapidité avec laquelle on trouve des solutions, bah alors ça veut dire que plus je pratique, plus je suis exposée et plus je vais être à l'aise pour résoudre ce problème. Et donc le cerveau, comme c'est une machine qui automatise le monde, et automatise tout ce qu'il répète, donc c'est une machine qui évolue dans ses capacités d'intelligence. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi favorable à l'automatisation des tâches du cerveau, ne serait-ce que pour en libérer du temps de cerveau et pour aller plus loin. Et ça, j'ai trouvé ça tout particulièrement intéressant. Alors, il y a aussi un terme que j'imagine vous ne pouvez pas écouter, mais on l'entend encore beaucoup, hein, je ne suis pas doué pour. Oui, alors ça a un lien avec la mentalité fixe. C'est quand on est face à la barrière de l'apprentissage, quand on est face à la difficulté, c'est de dire « je n'ai pas ça en moi ». Et donc ça, on peut dire on jubile parce qu'on baisse les bras. Ah oui. Alors qu'il y a plusieurs niveaux qui peuvent expliquer pourquoi je suis pas bien dans un domaine. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les bonnes motivations? Ça veut dire dans les mots de motivation, est-ce que je le fais dans un cadre d'interaction? Est-ce que je le fais dans un cadre d'autonomie? Il y a après ce que je pense de moi-même, comment j'ai été regardée. On sait aussi ça, on a tous fait l'expérience d'un prof ou d'une prof qui nous regarde comme étant capable et hop, on devient bon dans la matière. Après, ce qui s'est passé au niveau de la psychologie. Mais il y a aussi la question des stratégies d'apprentissage. Est-ce que ce sont les bonnes? On sait par exemple, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur comment on apprend. Là, je le vois avec mon fils de 7 ans, j'essaye de me dire, je ne veux pas qu'il fasse les erreurs que j'ai faites. Ça ne sert à rien de lire un texte 4 fois, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Et donc, en fait, du coup, ça, c'est des choses très simples qui ne sont pas généralisées. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui, on n'est pas formé à apprendre. Et quand on baisse les bras, est-ce que ce n'est pas justement qu'on n'a pas le bon dispositif, qu'on n'a pas la bonne stratégie?